אני מכנה את הרכב בצד ואני יורד, אני רואה בן אדם שוכב על המדרכה בצד עם דימום רציני מאוד. הוא נמצא כרגע ביחידה לטיפול נמרץ, הוא מורדם ומונשם, כמו שצוין מצבו קשה מאוד עדיין. Shots were fired from the inside the house at our officers, who immediately responded and shot and killed the terrorist. The Muslims understand that they get a prize for the attempt to kill Jews. הקהילה הבינלאומית צריכה להפסיק את הצביעות שלה ולפעול נגד המסיתים, אלה שמנסים לשנות את הסטטוס קוו. Bonjour, bon réveil, merci d'avoir choisi i24 News pour commencer votre journée. On est ensemble pour 2 heures d'information au sommaire de ce morning. Après des jours d'émeutes et la tentative d'assassinat du rabbin Glick, nous serons en direct sur place avec notre envoyé spécial Mathias Inbar. Le Moyen-Orient est plus compliqué qu'un meuble Ikea, c'est ce qu'a lancé Avigdor Lieberman, la chef de la diplomatie suédoise, après que Stockholm a reconnu l'État de Palestine. Réponse de la ministre suédoise, je suis prête à envoyer un meuble Ikea à Avigdor Lieberman. Et puis nous serons en plateau avec le philosophe et psychanalyste français Daniel Sibony. Avec lui, nous parlerons de la place de la religion dans le conflit israélo-palestinien. Voilà donc pour le sommaire de cette édition, mais tout d'abord je suis avec Maurice Ferragand, bonjour. Bonjour Julien. Avec vous comme tous les vendredis matins pour la revue de presse israélienne, une revue de presse aujourd'hui évidemment dominée par les événements à Jérusalem. Effectivement Julien, quand le monde du temple est en ébullition, il y a très peu de place dans la presse israélienne pour d'autres titres. Alors on va voir ces titres et surtout s'intéresser aux éditoriaux qui donnent une couleur particulière à cet événement parce que les titres sont à peu près tous les mêmes, vous allez voir. Donc on commence par Yediot Aharonot, le quotidien titre, le syndrome de Jérusalem. Vous savez, ce syndrome, c'est une maladie mentale qui touche certains touristes, surtout scandinaves, qui viennent à Jérusalem et qui, comme on dit vulgairement, pètent les plombs et cherchent la sainteté et la pureté dans la ville et ne savent plus trop bien où ils se trouvent. Alors, le quotidien titre « Le syndrome de Jérusalem » et surtout publie une interview d'un ami de Yehuda Glick, qui a été grièvement blessé hier, une interview du rabbin Yoel Binoun. Alors écoutez un peu cette interview, vous allez voir, c'est très intéressant. Il écrit « Celui qui a tiré sur Yehuda Glick a tiré sur la mosquée Al-Aqsa. Ceux qui lancent des pierres et des cocktails Molotov dans les quartiers arabes lancent des pierres sur Al-Aqsa. Celui qui écrase un bébé et une femme à Jérusalem renverse sa famille et son peuple. Celui qui incendie une mosquée brûle sa synagogue. En fin de compte, la violence ne triomphera pas, dit-il. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. On passe à Israël Hayom maintenant, qui titre « Haute tension à Jérusalem », titre absolument classique, vous l'avez utilisé aussi. Et donc, on va s'intéresser à 2 éditoriaux. Le premier, Chaim Schein, qui écrit « Les ennemis de l'État et ceux qui détestent Israël connaissent l'horrible secret. Celui qui contrôle Jérusalem contrôle toute la terre d'Israël, il écrit. Le gouvernement et tous les députés sionistes doivent faire comprendre avec force et décision au monde entier qu'Israël ne sera pas divisé. Vous voyez, la position est claire. Par contre, Dan Margalit voit les choses un peu différemment. L'ouverture du mont du Temple aux fidèles musulmans date de plus de 50 ans et c'est une solution par défaut, écrit-il. Mauvaise, bien sûr, mais il n'y en a pas de meilleure. La fermeture hier après l'attentat contre Yehuda Glick était indispensable, pense-t-il, mais dans la situation actuelle, il n'y a pas de solution au problème du mont du Temple, tout le monde le sait, mais il est cependant possible de restaurer le statu quo. Le sujet de Jérusalem, c'est un sujet qui soulève, je dirais, les émotions surtout. Il n'y a pas de logique là. Jérusalem parle aux Juifs et aux musulmans et aux chrétiens. On va revenir sur le côté religieux plus tard, mais est-ce que celui qui contrôle Jérusalem contrôle tout Israël ? Écoutez, en principe, jusqu'en 67, nous avions la moitié de Jérusalem et nous étions, je dirais, souverains. Donc, il ne faut pas trop exagérer non plus sur ce point-là. La souveraineté ne dépend pas d'une ville où 250 000 de ses habitants sont des Arabes et qui ne reconnaissent pas l'autorité israélienne.
Maurice, je prie continuer cette revue de presse. Avec Haaretz, donc le quotidien indépendant titre « La police en état d'alerte maximale, ouverture partielle du mont du Temple ». Et là encore, il faudra essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette ouverture partielle, parce qu'hier, on affirmait que le mont du Temple était totalement fermé aux fidèles musulmans et juifs. Alors, il s'avère qu'on avait interdit aux juifs de monter, mais il y avait tout de même des pèlerins musulmans qui étaient en prière sur le mont du Temple. Donc aujourd'hui, je pense que la prière va être limitée aux plus de 50 ans, comme d'habitude. Alors, l'éditorial de rédaction est aussi intéressant. Il est un peu long, mais je vais vous le lire. Alors que par le passé, l'association des fidèles du mont du Temple était considérée comme un groupe marginal, aujourd'hui, la question des prières juives au mont du Temple est devenue un débat central au sein du public national religieux. Vous voyez, donc l'éditorial de Haaretz met l'accent sur le côté politique. L'interdiction religieuse de pénétrer sur le mont du Temple s'effrite et est autorisée par de nombreux rabbins. Cette tendance renforce l'extrémisme religieux côté palestinien qui transforme le conflit nationaliste en bombe religieuse. Si Benjamin Netanyahou a jusqu'à présent fait preuve de prudence et de responsabilité sur ce dossier, l'attentat ne doit pas provoquer une modification du statu quo. Donc, encore une fois, une demande de préserver ce statu quo de la part de la presse israélienne. Alors je vous renvoie à une caricature dans Haaretz assez intéressante. On y voit deux soldats israéliens, un policier et un soldat, face au mont du Temple, avec la fermeture pour cause de détermination. Vous voyez ? Et encore une fois, ce côté religieux et politique, cette opposition à laquelle nous traiterons un peu plus tard dans cette émission. Allez-y, Maurice, à présent, le Jérusalem Post. Jérusalem Post, titre Abbas, la décision israélienne de fermer le mont du Temple est une déclaration de guerre. Le quotidien précise que c'est la première fois depuis 14 ans que l'État d'Israël prend une telle mesure. Alors, l'éditorial de rédaction, là aussi, est très, très, très ferme. La violence gratuite est condamnable en toutes circonstances, écrit le Jerusalem Post, mais quand elle est utilisée pour terroriser et martyriser un groupe luttant pour les droits de l'homme, ceci devient une menace pour la démocratie. Donc, en fait, le Jerusalem Post décrit Yehuda Glick comme un militant des droits de l'homme. Ce qui rend ce crime plus tragique encore est le fait que Yehuda Glick, écoutez, avait des activités pour les droits des Juifs à prier sur le mont du Temple, est aussi un fervent défenseur de la liberté de culte musulman sur ce qu'il nomme le Haram al-Sharif, le sanctuaire, contrairement à certains autres militants qui appellent à la destruction des mosquées pour y reconstruire le temple. Glick militait pour des prières conjointes juives et musulmanes sur ce lieu sacré pour les deux religions. Jacques voulait dire quelque chose peut-être sur la personnalité du rabbin Glick. Alors, écoutez, de le transformer en défenseur des droits de l'homme, c'est un peu trop exagéré. Il a été qualifié d'extrême droite par la presse internationale. C'est un activiste d'extrême droite, c'est un activiste d'extrême droite, je dirais même à la rigueur même un provocateur, qui a poussé au maximum le droit des Juifs pour prier sur le mont du Temple. Et là, naturellement... De laisser demander aux Juifs de pouvoir prier sur le mont du Temple, ce qui est contraire, je dirais, à la religion juive, enfin, à la base de la croyance que uniquement ceux qui ont droit d'être sur le mont du Temple sont les Cohen, et uniquement ça, et peut-être avec les Lévites qui doivent... Et tout le reste est interdit de séjour là-bas. Alors, effriter, je dirais, cette solution, cette position historique religieuse, c'est tout simplement de la provocation. Alors, on va prendre la direction tout de suite de Jérusalem. On va rejoindre notre envoyé spécial dans un instant, Mathias Inbar, pour faire le point sur la situation. Mathias Inbar, bonjour. Je vous le disais en titre, la journée est très tendue à Jérusalem pour cette journée de prière ou l'ouverture partielle du mont du Temple. Oui, en effet, Julien, bonjour. Et vous le voyez sans doute derrière moi, c'est point de contrôle des policiers dispersés tout au long de la vieille ville de Jérusalem. Des centaines d'ailleurs depuis la porte de Damas. Derrière moi, c'est la porte de Hérode et plus au nord vers Ras El Hamoud. Bref, des centaines de policiers qui sont chargés de maintenir le calme. Elle a été qualifiée de journée de la colère par le Fatah hier. La journée de tous les dangers, plus exactement, pour Israël, parce que bien évidemment, comme depuis 3 mois, depuis l'enlèvement des 3 adolescents jusqu'à l'enlèvement et le meurtre de Mohamed Abou Der, la tension est au maximum dans la ville de Jérusalem, principalement le jour du vendredi, le jour le plus saint dans l'islam, jour de prière. Voilà pourquoi Benjamin Netanyahou a ordonné, sous les conseils du chef de la police de Jérusalem, d'ouvrir l'esplanade des mosquées côté musulman, le mont du Temple, pour les Juifs. Les Juifs sont autorisés uniquement
uniquement à venir prier devant le mur occidental, mais pas à monter sur le mont du Temple. D'accord, couverture partielle du mont du Temple réservée aux seuls musulmans et aux hommes de plus de 50 ans. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur l'enquête autour de cette tentative d'assassinat du rabbin Glick et sur son état de santé? Eh bien, pour l'instant, les premières images commencent à filtrer. En tout cas, les premières images n'ont pas été diffusées dans la presse. Mais en tout cas, les premières images des vidéosurveillance sont arrivées et sont désormais entre les mains des policiers. Ils sont en train d'étudier, de comprendre comment un homme qui avait passé 10 ans en prison, un terroriste appartenant au djihad islamique, qui se revendique aujourd'hui du Fatah, a pu être accepté, a pu travailler dans ce centre d'héritage Menachem Begin. Là où étaient justement placés, là où vont chaque semaine des hautes personnalités politiques israéliennes, notamment Benjamin Netanyahou et le président Reuven Rivlin y étaient la semaine dernière. Et Moattez Hijazi était à leur contact la semaine dernière. La question est donc de savoir, et surtout, il faudra qu'elle soit résolue par les services de sécurité intérieure, le Shabak. Comment a-t-il pu travailler sur place? Comment a-t-il pu, surtout, posséder une arme pendant son service, l'arme qu'il a utilisée contre le rabbin Yehuda Glick une demi-heure après la fin de son service. Jacques, vous entendez Mathias depuis Jérusalem? J'entends très bien. Je pense que le Shabak, donc les services de sécurité intérieure, devront répondre à des questions très difficiles. Et surtout, comment avoir permis à Hijazi, un ex-prisonnier des géoles israéliens, un terroriste inculpé, travailler au centre de Menachem et être armé. Donc tout cela est une question, une enquête à ouvrir pour savoir qui est le responsable. Mathias, une dernière question avant de se quitter. Quelle est l'atmosphère aujourd'hui au sein de la population juive et arabe de Jérusalem? Écoutez, la population juive est particulièrement sur ses gardes ce matin parce que, comme je le disais, la journée de toutes les tensions à l'intérieur de Jérusalem. Et si dans le passé, effectivement, il y avait un départ d'émeutes du côté des territoires disputés vers Jérusalem, là c'est complètement l'inverse et on sent une tension maximale véritablement dans les quartiers est de Jérusalem et aux abords de la vieille ville. Vous voyez les murailles derrière moi. Donc la population juive est sur ses gardes. Quant à la population arabe, eh bien, elle continue sa vie au quotidien. On la voit véritablement déambuler ici, rentrer et sortir dans la vieille ville de Jérusalem. On le sait, certes, les prières du mont du Temple sont réservées aux hommes de plus de 50 ans, mais en attendant, eh bien, la population arabe, israélienne et palestinienne de Jérusalem continue sa vie comme si de rien n'était. En tout cas, c'est ce que je peux constater à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Mathias Sinbar, en direct de Jérusalem. Vous n'hésitez pas à nous faire signe si des évolutions. Je vous en prie, Jacques. Jérusalem, la vieille ville, c'est 1 km². C'est un peu plus grand que l'Esplanade des Invalides. Mais c'est l'importance de ce kilomètre carré est mondiale. Donc les tensions sont tellement vives. Je dirais que là, l'avenir d'Israël est joué sur ce carré d'1 km². Et notamment sur ce lieu que les Juifs appellent le Mont du Temple et les musulmans se mettent des mosquées et qui est le même lieu. Parfois, on a l'impression que c'est deux lieux différents dans la presse, alors que c'est le même unique lieu. On va continuer évidemment de parler de Jérusalem dans cette émission, mais avant cela, je propose de faire un retour sur les événements de ces 48 dernières heures. Comment en est-on arrivé à ce regain de tension? À la nuit tombée, Moattez Hijazi est déjà prêt à agir. Tout se passe comme prévu, la cible est identifiée, 4 coups de feu retentissent et ravivent la colère dans les rues de Jérusalem. Mais comment cela a-t-il commencé? Comme chaque jour depuis près d'1 an, Hijazi sort de chez lui dans le quartier d'Abou Tor à Jérusalem. Il se dirige vers le centre-ville pour se rendre à son travail, un restaurant du centre Begin. Hijazi travaille dans la cuisine du restaurant, tout semble dans l'ordre, mais il semblerait qu'il ait porté son arme sur lui tout au long de la journée. Hijazi a terminé sa journée, mais plutôt que de rentrer chez lui, il décide d'attendre Yehuda Glick. Il sait qu'il doit sortir d'une conférence sur le droit des Juifs de prier au mont du Temple. Une conférence à laquelle assistent de nombreux députés. Il est temps de passer à l'action. Hijazi est toujours vêtu de son tablier noir. Il s'approche de Glick, lui demande de confirmer son identité. Plus tard, un témoin racontera avoir entendu le tireur dire « Désolé, mais vous m'avez mis en colère ». Il ouvre le feu à 4 reprises. Glick est grièvement blessé. Hijazi prend la fuite en moto. Une longue nuit d'enquête prend fin. Les indices trouvés sur les lieux de l'attaque et les vidéos de caméras surveillance de la ville mènent la police et les services secrets israéliens vers Hijazi.
L'équipe d'intervention de la police repère sa maison, trouve la moto et met la main sur l'arme du crime. Hijazi monte sur le toit et ouvre le feu sur les forces de sécurité. S'ensuit une fusillade au bout de laquelle Hijazi est finalement abattu. Hijazi était un repris de justice. Il a passé 11 ans dans les geôles israéliennes pour activités terroristes. Il était connu de la police et du Shabak, le service de sécurité israélien, en tant que membre du djihad islamique. Un officier des renseignements du district sud avait déjà signalé le comportement violent d'Hijazi en prison. Il était impliqué dans plusieurs attaques contre des gardiens et des co-détenus. Une fois libéré, Hijazi avait fait part de son intention de mettre des bâtons dans les roues du gouvernement sioniste. Malgré tout, cela n'a pas empêché Hijazi de travailler dans cet établissement fréquenté par de nombreuses personnalités publiques. Ce mois-ci, le président et le premier ministre israélien s'étaient rendus sur les lieux. Un incident qui résonne donc comme un sérieux avertissement pour la classe politique et sécuritaire. Voilà pour ce résumé de la situation. Jacques, on l'a entendu, le mont du Temple a été fermé hier totalement aux juifs, aux musulmans. Aujourd'hui, il est fermé aux juifs, réservé aux seuls hommes musulmans de plus de 50 ans. Est-ce que ce genre de mesure, on a l'impression que ça ne fait qu'attiser les tensions finalement, est-ce que ce genre de mesure qui fait la une de la presse internationale est efficace pour calmer la situation? Pour calmer la situation, peut-être pour calmer, je dirais, localement, oui, qu'il n'y ait pas d'émeutes sur le mont du Temple, pour l'instant, vendredi. Mais ça ne va pas calmer ce qui se passe à Jérusalem-Est, ça ne va pas calmer ce qui se passe dans les territoires. Nous sommes en pleine intifada, il faut le reconnaître, c'est la troisième intifada. Pour vous, ça a commencé, la troisième intifada a commencé. Tout à fait, c'est le vent, cette intifada a déjà le vent en poupe, on le voit très bien, et on voit très, très mal comment ça va s'arrêter. Naturellement, ce qui se passe sur le terrain n'est pas agréable pour l'autorité palestinienne qui ne veut pas de cette troisième intifada parce qu'elle a peur que cette troisième intifada elle a payé cher la seconde. Elle va déstabiliser aussi à base et peut-être, je dirais, amener un changement politique beaucoup plus radical. Donc, tout cela, avec un risque que ça se propage sur l'ensemble du territoire israélien. Tout à fait, je dirais c'est le printemps arabe qui vient d'arriver, c'est le raz-de-marée du printemps arabe qui vient d'atteindre Israël après 3 ans. Maurice, qu'on comprenne, qui est-ce qui dirige, qui administre ces lieux saints de Jérusalem, qui sont le mont du Temple, la mosquée, le mur des lamentations? Qui est-ce qui s'occupe de ces lieux? Une institution qui s'appelle le Waqf. C'est l'institution qui représente... Pour la mosquée. Pour la mosquée. Pour la mosquée, qui représente donc l'administration musulmane, disons, sur l'esplanade des mosquées, sur le mont du Temple, et qui a vraiment la main mise sur tout ce qui se passe en matière d'affaires religieuses. C'est sécuritaire? Non, sécuritaire non. Matière religieuse. Maintenant, il y a une coordination. Le Waqf, en principe, comme le dit Maurice, est responsable des biens musulmans. C'est les biens musulmans. Alors ça a été un grand débat et un grand problème avec la Jordanie, parce que les Jordaniens, jusqu'en 67, étaient les responsables. Jusqu'aux accords d'Oslo, en fait, les Jordaniens étaient ceux qui nommaient le moufti, donc le responsable du Waqf, et de là, il y a eu une cassure. Ça appartient aujourd'hui à l'autorité palestinienne. C'est-à-dire que les Jordaniens se sont débarrassés du dossier, en fait. Ils ont dit, puisque maintenant on a signé les accords d'Oslo, la gestion revient à l'autorité palestinienne. De plus, il faut rappeler que le roi du Maroc, lui aussi, est le chef du comité de Jérusalem. Il ne faut pas l'oublier. Il a un mot à dire dans tout ce qui se passe sur le mont du Temple. Donc, je dirais, et naturellement, les Jordaniens, les Saoudiens, ce n'est pas limité uniquement, je dirais, à un dialogue ou à un non-dialogue israélo-palestinien. Alors, revenons sur cette menace de troisième intifada auquel faisait allusion tout à l'heure Jacques. Est-ce que ça se règle d'un point de vue uniquement sécuritaire ou est-ce qu'il y a une solution politique à la crise sécuritaire en cours? Toute crise impose une solution politique. Sans solution politique, il n'y aura pas de fin ni à ce conflit-là. Et ce qu'on fera, tout simplement, seront des cessez-le-feu entre des périodes de guerre, entre des périodes de conflit. Essayer de contrôler cette intifada avec 3000 policiers, c'est une grosse blague. Nous avons rejoint sur le plateau Ali Waked, bonjour, spécialiste du monde arabe pour i24 News. Merci beaucoup d'être avec nous. On parlait tout à l'heure avec Jacques de ce risque de troisième intifada, de la gestion des lieux saints. On a entendu Mahmoud Abbas, on l'a vu dans votre revue de presse Maurice, Mahmoud Abbas estimer que c'est une déclaration de guerre de la part d'Israël d'avoir fermé le mont du Temple et l'esplanade des mosquées. Est-ce que les propos de Mahmoud Abbas ne font pas que rajouter de l'huile sur le feu de cette possible troisième intifada?
Ils le font, mais Mahmoud Abbas n'a pas de choix. Quand la place la plus sainte pour les musulmans dans cette région est ciblée, quand la prière de vendredi n'est pas garantie pour les musulmans, en tant que dirigeant du peuple palestinien, il n'a pas vraiment le choix. Et on a mentionné ça, il y a aussi une certaine concurrence entre les Jordaniens et les Palestiniens. Les Jordaniens ont besoin d'envoyer en l'air ce genre de déclaration pour essayer de dire Jérusalem ou les mosquées, c'est aussi notre question, c'est aussi notre cause et non pas seulement des gens de Jérusalem. Mais les Palestiniens se sentent que Israël est en train de faire tout dans les 3 dernières années d'une façon plus silencieuse ou moins silencieuse pour changer le status quo. Démographiquement, les quartiers est de Jérusalem ont changé d'une façon dramatique ces 3-4 dernières années. Et le fait que les Israéliens... Qu'est-ce que ça veut dire changer de panière démographie C'est-à-dire de plus en plus de population juive qui vient habiter à Jérusalem-Est. Maintenant, est-ce qu'ils prennent contrôle par la force de l'immobilier ou est-ce qu'ils achètent d'une façon légale? On ne va pas rentrer là-dessus. Mais il y a un changement de démographie qui inquiète d'une façon très sérieuse l'autorité palestinienne. Ce qui fait que depuis 1967, c'est la première fois qu'on a vécu l'intifada de 1987. On a vécu l'intifada de l'an 2000. C'est la première fois que les Palestiniens de Jérusalem mènent cette bataille. On voit Gaza est relativement calme, la Cisjordanie est calme, tout à fait. Et c'est pour la première fois que les Palestiniens de Jérusalem mènent cette lutte. Maintenant, les organisations palestiniennes à Jérusalem se réorganisent comme si on était à la veille d'une intifada. Plus de budget de la part des organes centrales de ces organisations, de l'autorité palestinienne, du Fatah, du Hamas, pour les sections de Jérusalem, pour se préparer à un scénario où toute la situation se détériore. Il y a des comités spécifiques, des comités des prisonniers, des comités d'aide légale, des comités de soutien logistique, etc., etc. Donc il y a en l'air, il y a une odeur de quelque chose qui risque d'éclater. Et aujourd'hui, vous savez, il y a le mouvement islamique israélien. C'est 48 heures depuis la déclaration que le mosquée soit fermé, a mobilisé ses partisans et on verra des centaines d'autobus en provenance des localités arabes en Israël vers Jérusalem pour prier à la mosquée. Boris, c'est inquiétant ce que nous dit Ali actuellement, ces budgets donnés à Jérusalem. Il faut remettre les choses aussi en place. Si la population juive a doublé dans les quartiers arabes de Jérusalem-Est dans ces dernières années, il faut dire qu'il y a eu aussi un changement politique dans les quartiers arabes de Jérusalem-Est. Lors des dernières élections à l'Assemblée palestinienne, le Fatah a difficilement fait entrer des députés. La majorité, c'est Hamas et Djihad islamique. C'est-à-dire qu'il y a une radicalisation des populations arabes des quartiers est de Jérusalem. Les 4 représentants de Jérusalem. Cette radicalisation est causée par une présence beaucoup plus touffue juive dans des endroits qui étaient dépourvus de présence juive. Donc cette friction-là amène une situation impossible. Alors, on va continuer de parler de Jérusalem dans quelques instants, mais avant ça, je voudrais qu'on parle aussi d'un autre titre de l'actualité dans la région. C'est la Suède qui a reconnu l'État de Palestine. On se souvient, le Premier ministre suédois avait annoncé qu'il souhaitait le faire dans son discours d'investiture. L'ambassadeur de Suède en Israël avait tenté de modérer les propos. Finalement, c'est chose faite. Regardez les explications. Ça n'est pas vraiment une surprise. Le gouvernement suédois a annoncé ce jeudi reconnaître l'État palestinien. Aujourd'hui, le gouvernement suédois a décidé de reconnaître l'État de Palestine. Nous avons pris cette décision car les critères du droit international sont remplis. Il y a bien un territoire, un peuple et un gouvernement. Mais au-delà des critères légaux, la ministre évoque également une motivation plus pragmatique. Nous voyons de l'extension des implantations et les violences à Jérusalem et en Cisjordanie. Nous voyons également la radicalisation de nombreux jeunes qui n'ont finalement que 2 choix, accepter la situation telle qu'elle est ou alors employer la violence. Nous croyons que cela encouragera le processus de paix et les négociations. La Suède devient donc le premier État membre de l'Union européenne à reconnaître un État palestinien. Plus tôt ce mois-ci, le Parlement britannique votait une résolution non contraignante reconnaissant la Palestine, comme le Parlement irlandais le ferait une semaine plus tard. Il y a des signes qui indiquent que cela pourrait arriver dans d'autres États membres, mais ils choisiront le moment opportun. Comme l'on pouvait s'y attendre, le ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a réagi sans faire dans la dentelle.
Sur son compte Facebook, il fait remarquer au gouvernement suédois que les relations au Moyen-Orient sont plus délicates qu'un meuble en kit Ikea. De son côté, l'autorité palestinienne s'est empressée de saluer cette décision. Pour le porte-parole du gouvernement, c'est la conséquence directe des dernières mesures israéliennes à Jérusalem-Est. Le gouvernement du Premier ministre israélien a récemment décidé de promouvoir un plan de construction d'1 millier de logements destinés aux Juifs dans des quartiers à majorité musulmane. Un sujet qui était également au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU convoquée ce mercredi par la Jordanie. Il faut exiger d'Israël, la puissance occupante, de cesser immédiatement et pleinement ses activités illégales de colonisation dans tous les territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est. Israël doit cesser toute provocation et incitation dans les lieux saints de Jérusalem-Est et contre le peuple palestinien et ses dirigeants. Je suis ici pour exprimer une simple vérité. Le peuple d'Israël n'est pas un occupant et nous ne sommes pas des colons. Israël est notre patrie et Jérusalem est la capitale éternelle de notre État souverain. Alors que la situation reste explosive à Jérusalem, les réactions de la communauté internationale à ces événements pourraient envenimer une situation déjà exacerbée. Voilà pour le résumé de la situation concernant la Suède. Ali, est-ce que ce genre de déclaration de reconnaissance officielle de l'État de Palestine par un pays européen peut avoir des conséquences sur le terrain à l'heure où vous le dites? La région est un peu une poudrière quand même. Non, la vérité c'est que ces genres de décisions de la part du Suède peuvent inciter les Palestiniens à continuer cette lutte et sur la piste internationale diplomatique, voire continuer leur marche vers l'intégration dans les institutions internationales, mais aussi les jeunes de Jérusalem qui aujourd'hui, ce soir, descendront à la rue, ils vont avoir en tête ce qui s'est passé hier en Suède et que si la situation continue à se détériorer, il peut y avoir d'autres États qui vont suivre la Suède. Donc sur le plan diplomatique, sur la campagne de l'autorité palestinienne, ça leur ajoute de force, mais aussi sur le terrain, ça peut inciter les Palestiniens à continuer leur lutte anti-occupation. Jacques, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ali. C'est la reconnaissance, par l'Europe a beaucoup plus de signification que la reconnaissance de l'État palestinien par les républiques d'Amérique latine. Donc la Suède, qui est, je dirais, quand même en Scandinavie, elle mène, je dirais, le combat ou le combat pour la légitimation de cet État palestinien pourrait être suivi par les autres États scandinaviens de Scandinavie comme la Finlande, la Norvège. À la limite, je pense qu'elle aurait beaucoup plus de précautions à cause de son implication ici en Israël. Un mot du côté diplomatique. On a vu évidemment cet échange sur IKEA entre le ministre des Affaires étrangères israélien et les ministres suédoises. Est-ce que, honnêtement, Jérusalem qui rappelle son ambassadeur, est-ce qu'Israël peut faire autre chose que rappeler son ambassadeur? Alors, on a rappelé un ambassadeur et qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de mener une bataille à reculons. Et finalement, on arrivera à la Bérésina. Alors, il faut tout simplement se rappeler que les moyens sont limités. Alors, est-ce que nous punissons les Suédois en rappelant notre ambassadeur? À quoi ça sert? Il faut tout simplement utiliser ce que nous avons déjà, les atouts que nous avons, pour essayer de limiter les dégâts. Merci beaucoup, Jacques. On se retrouve tout de suite après un flash d'information. Reste avec nous sur i24 News. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette deuxième partie du Morning d'I24 News. Nous nous rejoint sur ce plateau Michel Geschka, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous comme chaque semaine pour analyser l'actualité en dessin. Et je suis avec également Jacques Sibony, merci beaucoup d'être avec nous. Daniel Sibony, pardon. J'avais Jacques Méria en tête, l'invité juste avant vous, excusez-moi. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, c'est un plaisir. Vous êtes philosophe, psychanalyste, écrivain français. On va beaucoup parler avec vous du la place de la religion dans la crise actuelle à Jérusalem. On a beaucoup de questions à vous poser. Mais avant cela, comme chaque semaine, je le disais, Michel, vous êtes là pour analyser l'actualité en dessin, évidemment. Je le disais à l'instant, Jérusalem dans la tourmente, c'est le premier dessin que vous avez sélectionné, que vous avez dessiné. Je vais faire ça très vite parce que je veux écouter les explications. D'accord. Parce que je veux comprendre ce qui se passe. Alors,
On va commencer par le premier dessin. Et en fait, le premier dessin, j'ai fait exprès de vous renvoyer le dessin que j'ai fait la semaine dernière et qu'on a montré ici, à la différence près que j'ai triplé le nombre des pierres et que j'ai raccourci la mèche et j'ai doublé le nombre des grues. En fait, voilà. La mèche, en sachant que sur les allumettes, il y a marqué il est marqué Intifada sur la boîte, d'accord. Et j'avais amené ce dessin, mais il y avait la moitié des quantités de grues, il y avait 5 cailloux et la mèche était longue, elle était jusqu'à l'allumette. Et c'est un peu pour traduire ce qui s'est passé dans l'espace d'une semaine à Jérusalem, vous savez. Vu que j'y habite et j'en viens ce matin, on est réveillé tous les matins très tôt par les hélicoptères qui survolent la ville parce qu'il y a une tension qui commence à être un peu plus palpable. Et puis l'attentat, ou la tentative d'attentat qui a eu lieu, c'était dans le cœur de la ville. Donc c'est plus Chouafat avec le tramway, c'est plus la ville est de Jérusalem, c'est Jérusalem. Et c'est vrai qu'il y a une tentative de mettre le feu aux poudres et de transformation de ce conflit en guerre de religion. On en parle souvent, Ali Waked en parle puisque lui lit la presse arabe et qu'il le confirme d'une façon très forte. Donc voilà, j'ai voulu par ce dessin justement le jeu de cette différence. La mèche se rapproche et qu'on est à bord de l'explosion. Oui, peut-être oui, peut-être non, je sais pas. Vous savez, il y a toujours des optimistes et des pessimistes. Moi, je suis plutôt optimiste. D'accord. En tant que dessinateur, c'est peut-être un grand défaut. On va passer sur le chemin de Pérez, la grande optimiste. Ça lui permet d'être encore en vie à plus de 90 ans, d'avoir une longue carrière. C'est ce que je me souhaite, alors très bien. Peut-être que c'est mon signe. On passe à votre deuxième dessin qui concerne une loi importante dans cette session d'hiver. En fait, c'est la première fois depuis que je viens sur ce plateau qu'il n'y a que des dessins sur Israël. Parce qu'en fait, il se sont passés énormément de choses pendant cette semaine. Et puis l'histoire d'Ikea étant la dernière, ça va être le dernier dessin. Donc c'est Yair Lapid, donc, qui est quand même à la tête d'un parti et qui est ni plus ni moins un ministre des Finances. Son parti, mais en alliance avec Tzipi Livni et avec Lieberman, qui ont peu de choses en commun, mais ils avaient une chose en commun, c'était de changer la loi orthodoxe sur la conversion au judaïsme. Et disons que cette loi est passée, mais je pense qu'elle va rester dans un tiroir et qu'elle ne sera jamais appliquée. Mais disons, au moins, c'est une avancée. Je ne sais pas si c'est pas optimiste, disons c'est réaliste. J'ai pas l'impression que ça va se passer, en tout cas dans le calme. Parce que je pense que, et ça, il faut qu'on le sache dans le monde juif et dans le monde non juif, les gens qui nous écoutent, il y a une mainmise du monde orthodoxe sur la religion et sur Dieu, qui nous ont pris en otage, à nous tous les juifs, qui aimerions peut-être avoir un judaïsme un tout petit peu plus ouvert. Et voilà, et c'est une avancée, mais il faut voir ce qui va se passer après. Il y a beaucoup de lois qui soit ont des peines énormes à être appliquées ou restent dans des tiroirs. Alors on va voir où ça va nous mener. Mais c'est déjà pas mal. Encore une question de religion qu'on pourra aborder tout à l'heure dans un instant avec Daniel. Mais tout d'abord, un nouveau dessin, un troisième dessin. La Cour suprême, une loi, là encore. Beaucoup de lois cette semaine en Israël, évidemment avec l'ouverture de la session d'hiver de la Knesset. Voilà. Et là, c'est Ayelet Shaked qui dit « Cette Cour suprême roule à gauche, je vais la doubler par la droite ». Oui, alors Ayelet Shaked, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est, on pourrait dire, le numéro 2 du parti de Bennett. Qui est le parti sioniste religieux. Voilà, le parti sioniste religieux. Et c'est aussi l'angel face et le baby face du parti. Elle est mignonne, elle est jeune, elle est souriante. C'est une fille très dangereuse, pas religieuse du tout, dangereuse à mon sens. Très, très, très à droite. Et en fait, la Cour suprême d'Israël, voyant que la Knesset avait des difficultés au cours des années à voter des lois à cause des tensions politiques internes, a, par moments, légiférer contre des lois qu'ils avaient jugées antidémocratiques. Et finalement, elle a supprimé par la loi qu'elle a fait passer, cette possibilité qu'avait la Cour suprême. Le ministre de la Justice, Tzipi Livni, a dit qu'elle allait faire tomber la loi. Absolument. Elle va essayer de la faire tomber. Donc, vous voyez, il y a 2 lois et on va voir maintenant ce qui va se passer. Mais c'est aussi... ça donne un peu l'air du temps. Hein. Et on en vient à un événement qui a été très important cette semaine. C'est le président israélien Reuven Rivlin, qui est en fonction depuis cet été, qui a effectué sa première visite officielle dans un village arabe, et pas n'importe lequel, Kfar Qassem. Kfar Qassem. Alors, c'est la première fois que le président d'Israël allait à Kfar Qassem pour la cérémonie de commémoration que font les Arabes de Kfar Qassem depuis 1956. Il dit « Au nom d'Israël, je viens vous présenter mes excuses pour le massacre avec 58 ans de retard ». Et la personne arabe en face de lui répond « 58 ans, c'est l'âge qu'aurait mon fils aujourd'hui, mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire ». Voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu optimiste parce que je trouve que c'est très courageux. Rivlin, il ne l'a jamais caché, est un homme de droite, mais c'est parmi les gens de droite un des rares que j'aime écouter parce qu'il a ce côté très humain et très juste dans une approche qui est assez surprenante. Vous savez, quand même,
C'est à tel point que Bibi Netanyahou n'a pas soutenu sa candidature à la présidence, alors qu'il est vraiment un enfant du Likoud. Non, c'est OK. Et donc, il y a eu un massacre en 56. On ne va pas revenir là-dessus, c'est une longue histoire. Vous en avez peut-être parlé sur la chaîne. On a beaucoup parlé sur la chaîne, en effet. Et il est allé parler dans des termes très, très touchants de la responsabilité qu'avait Israël dans ce massacre. Et la presse n'en a quasiment pas fait écho, parce que les autres événements ont rattrapé cet événement qui, à mon avis, est majeur. Et d'un autre côté, il n'a pas encore été accepté comme une excuse totale et définitive par les gens de Kfar Qassem qui attendent encore plus. On va rapidement regarder le dernier dessin. Alors, ça pose la question, vous savez, de la réconciliation entre les peuples. C'est un processus. Alors ça, justement, on en parlera beaucoup de la réconciliation avec Daniel. On va terminer avec ce dessin de Lieberman qui est extrêmement drôle. On a parlé juste avant le flash de cette situation. Il avait parlé d'un meuble Ikea qui n'est pas aussi simple. Le meuble Ikea n'est pas aussi simple que le Moyen-Orient. C'est ça, absolument. C'est-à-dire qu'il a voulu prendre la ministre des Affaires étrangères de Suède pour une connasse, disons-le comme ça, parce qu'elle a voté pour l'État palestinien en lui disant que c'est pas comme faire un meuble Ikea, c'était une façon de la titiller, mais plus que ça même, et c'était pas officiel, c'était sur son tweet ou bien sur son Facebook. Et elle lui a très bien répondu en lui disant qu'elle va lui envoyer des meubles à monter et il va vite se rendre compte qu'il faut être deux pour faire ça bien. Et voilà. Et c'est pour ça que quand il dit que c'est plus compliqué que de monter une chaise, on se rend compte qu'il n'est même pas capable de monter une chaise. Voilà. Michel, avant de laisser parler Daniel, je voudrais aussi avoir votre réaction à tous les deux. J'ai sélectionné cette semaine un dessin sur lequel je voudrais vous faire réagir. C'est un dessin d'un caricaturiste de gauche, du journal Haaretz. Exact. Il a fait un grand scandale sur Internet hier soir. On voit Benjamin Netanyahou à bord d'un avion sur lequel il est écrit Israël foncer dans une tour qui rappelle le World Trade Center avec le drapeau américain. Oui. Est-ce que ça vous choque? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Je pense que c'est absolument le rôle de la caricature. Il s'est excusé sur Twitter. Il a dit vouloir illustrer le danger Netanyahou pour les relations Israël-États-Unis. Ça vous choque, Daniel, de voir ça? Cette référence, on peut revoir le dessin peut-être à l'écran, de voir cet avion avec Netanyahou comme pilote qui fonce sur une tour américaine. Un dessin, c'est fait pour choquer. Donc s'il ne choquait pas, il n'aurait aucun intérêt. Mais ça m'indique une mentalité de ceux qui l'ont fait et de ceux qui l'ont promu qui me paraît totalement décalée par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'Israël n'est pas un avion kamikaze qui fonce sur une tour. Pour l'auteur, en tout cas, Netanyahou détruit les relations israélo-américaines. Ils sont expliqués. Le journal Haaretz a dû s'expliquer hier sur Internet. Ça fait une grosse affaire. Oui, vous savez, c'est vrai, c'est une caricature, on pourrait appeler extrême, mais je pense que sûrement Biderman, que je connais, doit être extrêmement énervé sur Bibi Netanyahou et qu'il n'a pas pu se retenir de faire quelque chose de plus provocateur que d'habitude. Et je comprends qu'il y ait des réactions. Et d'un autre côté, personnellement, moi, je ne suis pas choqué. Alors, on parle beaucoup depuis quelques jours des risques de troisième intifada, mais est-ce que la comparaison est valable? On oublie un peu vite ce qu'a été la seconde intifada. Regardez un petit retour en image sur ces années 200. La tension monte dans le quartier de Silouane, situé à Jérusalem-Est. L'attentat terroriste de mercredi soir fait monter la crainte d'une nouvelle révolte palestinienne et ces craintes pourraient s'avérer justifiées. Jérusalem était également le point de départ de la dernière intifada. La deuxième intifada, que les Palestiniens appellent l'intifada d'Al-Aqsa, avait éclaté en septembre 2000 au lendemain de la visite d'Ariel Sharon sur le mont du Temple à Jérusalem. Une visite que les Palestiniens ont vue comme une provocation et qui reste dans toutes les mémoires. La réaction à cette visite d'Ariel Sharon ne s'est pas fait attendre. Yasser Arafat, à l'époque président de l'OLP, saisit cette occasion pour répondre à la provocation par la violence. Au début des années 2000, les groupes terroristes palestiniens commettent des dizaines d'attentats suicides, semant la terreur dans les villes d'Israël. Un gouffre infranchissable sépare les deux camps. Tandis qu'Israël aspire à vivre en sécurité, les Palestiniens affirment leurs ambitions d'indépendance. À l'époque, Jérusalem était le théâtre d'attentats parmi les plus meurtriers de cette vague. Près de 15 ans après, l'écho de la seconde intifada se fait entendre dans la capitale. Ce qui était alors un mécanisme bien huilé d'attentats suicides organisés par des groupes terroristes a désormais évolué. Ce sont maintenant des actes spontanés perpétrés par des individus isolés. Le tramway de Jérusalem a été régulièrement pris pour cible pendant et après l'opération Bordure Protectrice. La plupart de ces attaques ont été perpétrées par des habitants de Silouane, nouveau berceau du soulèvement palestinien. Daniel, on parle beaucoup depuis quelque temps de ce conflit qui était politique. On l'a entendu dans le résumé de ce sujet. Les Israéliens voulaient la sécurité, les Palestiniens voulaient un État. Mais depuis quelques jours, ce qui concentre l'attention, c'est Jérusalem, c'est le mont du Temple. Est-ce qu'on n'est pas là sur un clash religieux, un choc des civilisations?
Alors, à mon avis, quand on dit religieux, c'est un conflit religieux, on oublie qu'en dessous de la religion, il y a l'identité. C'est un conflit d'identité. Et l'identité, il y a l'identité juive avec toutes ses variantes, irreligieux, gauche, droite, tout ce que vous voulez, antisioniste. Et il y a l'identité musulmane, islamique, qui a pris la cause palestinienne comme un fer de lance. Si vous voulez, Jérusalem est un symbole, parce que Jérusalem est citée 500 à 600 fois dans la Bible hébraïque et est citée une fois dans le Coran quand le prophète a eu la vision de la mosquée lointaine. Vous savez Et il n'y avait pas de mosquée lointaine à l'époque de Mahomet. Donc il avait la vision du lieu du temple. Aujourd'hui, il y a cette mosquée. Attendez, justement, quand les conquérants musulmans ont pris Jérusalem, à la suite du prophète, ils ont construit une mosquée qui s'appelle mosquée lointaine. Donc ils ont construit un truc qui était à la place du temple juif tel que l'a visionné le prophète. Vous voyez, c'est comme si vous tirez une flèche et vous mettez un rond au point d'impact pour dire c'est ça. Donc, cette dimension religieuse est en fait une dimension identitaire. Tout à l'heure, j'ai vu un des jeunes là, palestiniens à Jérusalem qui dit « Nous, on est des martyrs, de toute façon, ça ne changera pas avec Israël ». Il a dit quelque chose de très profond. Martyr, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire témoin. Donc, nous sommes les témoins de quoi? D'un rituel séculaire islamique qui ne peut pas supporter de souveraineté juive. Vous savez, moi j'ai vécu à Marrakech, on vivait tranquillement, voilà. Puis un beau jour, on recevait des pierres. Et puis après, on revivait tranquillement. Nos parents, c'était plus dur. Ils vivaient tranquillement, puis ils recevaient des pierres et ils recevaient des impôts supplémentaires. Donc, c'est un rituel qui se passe là, mais un rituel identitaire. Ce n'est pas une croyance en un Dieu spécial, etc. Les croyances, c'est des trucs secondaires pour étayer des identités. Il y a une question vraiment importante que je voudrais vous poser. Oui. Quand il y a cette question identitaire que vous décrivez, quand il y a ce symbole religieux si important finalement, est-ce qu'il y a de la place pour une solution politique? Mais absolument pas. La solution... D'abord, si vous voulez, en plus, il y a deux mentalités dans chaque camp, mais surtout chez les Israéliens et chez les Occidentaux. Une mentalité qui ne supporte pas qu'un problème reste sans solution. Or, il y a des problèmes qui sont faits pour être vécus et pas pour être résolus. Donc, le conflit israélo-palestinien n'est pas fait pour être résolu? Bien sûr que non, parce que... Michel? J'écoute avec beaucoup d'intérêt. Mais ça ne veut pas dire n'essayez plus de solutions. Au contraire, l'aspect conflictuel se détend, se retend, se déploie, se contracte, etc., à mesure qu'il y a des tentatives qui réussissent, qui échouent, etc. Ça n'a aucune importance. C'est le psy qui parle? Oui, faites comme vous voulez. Vous savez, Freud disait, il y a une femme qui a dit à Freud, docteur, avec vos nouvelles méthodes, comment je dois élever mon enfant? Il lui a dit, comme vous voulez, madame, de toute façon, ce sera mal. Mais ce n'est pas du tout pessimiste. Oui. Ça veut dire qu'il lui faisait un souhait. Il lui dit, je vous souhaite que votre enfant vous fasse des reproches plus tard et je vous souhaite d'être capable de les écouter. Donc, pour le conflit, je vous souhaite de pouvoir supporter ces tensions sans vous affoler, parce que quand je vois ces images, ces caricatures, une citadelle, etc., c'est absolument... Dans la mentalité occidentale, c'est dramatique. Alors, une autre question au psy. Comment on fait dans une guerre lorsque notre voisin n'est pas perçu comme un voisin, mais comme un ennemi? Et comment on fait pour le faire passer du stade d'ennemi au stade de voisin? Mais justement, ça se fait à deux. Comme a dit la ministre suédoise, ça se fait à deux. Ça veut dire qu'il faut que le voisin soit lui aussi capable de dépasser l'exigence rituelle. Or, c'est un rituel, encore une fois, de lancer des fusées
Qassam ou Grad ou je ne sais quoi. C'est un rituel. Ce qui s'est passé à Gaza, avec Israël-Gaza cet été, c'est un rituel. Les gens de là-bas avaient besoin de célébrer leur identité. Ils l'ont fait et la Terre continue à tourner. De vous couper. Tout de suite, un flash info. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de rester avec nous. On se retrouve dans quelques minutes. Alors bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette troisième partie du Morning d'I24 News, évidemment consacrée essentiellement à la situation très tendue à Jérusalem. Et justement, on va rejoindre sur place à nouveau notre envoyé spécial Mathias Inbar. Rebonjour à vous, vous étiez tout à l'heure aux abords de la vieille ville de Jérusalem. Quelle est la situation à présent ? Bien, écoutez, comme vous pouvez le constater derrière moi, il y a plus de policiers que de fidèles. Donc vous voyez énormément de tensions au sol, aux abords de la vieille ville de Jérusalem. Pour l'instant, pas d'incident à signaler, hormis peut-être des jeunes qui jettent des pierres au niveau de Chouafat et Beit Hanina, mais c'est beaucoup plus au nord et ce n'est pas en tout cas à l'intérieur de ce petit périmètre qu'est la vieille ville et les quartiers est autour du mont du Temple et de l'esplanade des mosquées. Donc pour le moment, pas de mouvement de foule ni de protestation à l'entrée du mont du Temple à Jérusalem. Non, pour l'instant, pas de véritables signaux de tension accrue à l'intérieur de cette vieille ville de Jérusalem. Ce qu'il faut savoir, nous avons pu discuter avec des policiers sur place et ils nous ont dit que la tension devrait en revanche aller en s'aggravant autour de midi, la principale prière de ce vendredi, lieu saint pour l'islam. C'est là que les hommes devraient sortir de la prière autour de midi et demi, et c'est là que ça sera vraiment le test grandeur nature pour les 1000 policiers déployés ici autour de la vieille ville pour savoir effectivement si le calme règne et peut régner dans ce périmètre. Merci beaucoup Mathias Inbar de vos explications donc, aux abords de la vieille ville de Jérusalem. Vous nous faites signe si il y a des développements. Je suis à nouveau en compagnie de Daniel Siboni. Merci beaucoup d'être resté avec nous après ce flash d'information. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il n'y a pas de solution politique au conflit israélo-palestinien. On s'est quitté sur cette note un peu pessimiste, angoissante. Et on entend Mathias Inbar à Jérusalem nous dire qu'il y a beaucoup de policiers. Est-ce que ça veut dire que s'il n'y a pas de solution politique à un conflit religieux, il y a une solution sécuritaire ? Non, vous savez, dans la pensée occidentale, on cherche toujours une solution qui soit définitive, qui règle le problème. Je ne sais pas s'il n'y a pas une pulsion de mort dans cette pensée occidentale qui voudrait qu'il n'y ait plus ce problème, ni celui-là, et qu'on vive sans problème. Je ne sais pas à quoi peut ressembler une vie sans problème. Donc là, je ne pense pas qu'il y ait un problème aigu. Il y a une cohabitation originale, parce que n'ayant jamais existé dans le monde. Moi, j'ai vécu dans des pays arabes. D'autres ont vécu dans des pays non arabes, mais musulmans. On a toujours été d'infimes minorités. Là, ça s'inverse. Il y a une minorité arabe, et même en Israël, une minorité arabe qui vit avec une majorité juive, et surtout sous une souveraineté juive. Il faut que vous mettiez bien dans votre tête que ça, c'est insupportable pour la mentalité islamique traditionnelle, parce qu'il est écrit dans les textes que les juifs doivent se faire tout petits. Et donc des juifs qui paradent, qui sont fiers d'avoir un État, etc., c'est tout simplement insupportable. Donc ça ravivera toujours des rituels où l'autre identité voudra se réaffirmer, et surtout réaffirmer quelque chose qui lui tient très à cœur, c'est qu'elle est la meilleure identité, et que cette petite identité, on ne sait pas d'où elle vient, etc., alors qu'elle vient du cœur même du texte islamique. C'est ça aussi l'autre dimension, c'est que vous ne lisez pas le Coran, mais le Coran est entièrement fondé sur la Bible et règle son compte aux Juifs. Donc si les Juifs se repointent leur nez dans la réalité, c'est comme s'ils ressortaient dans le texte. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le texte devient un lieu non sécurisé pour les fidèles.
Et ça, vous n'y pouvez rien, que vous soyez de gauche ou de droite. Alors, une question se pose toi-même, et je vais la poser à vous, Maurice Fergan. Merci d'être revenu sur le plateau, rédacteur en chef A24 News. Est-ce que, si aujourd'hui, comme le dit Daniel, il y a ce conflit religieux, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a loupé le coche, entre guillemets? C'est-à-dire qu'à un moment, le conflit israélo-arabe était purement territorial et identitaire, ou plutôt nationaliste, et aujourd'hui, c'est un conflit religieux. Est-ce qu'on n'a pas loupé le coche quelque part? Je ne peux pas vous répondre à cette question. C'est la thèse d'Eli Barnavi, entre parenthèses. On a loupé beaucoup d'occasions, et les Palestiniens ont loupé encore plus d'occasions de parvenir à une solution à ce conflit. Et je ne sais pas aujourd'hui s'il y a vraiment une solution, mais permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord avec Daniel Sibony, parce que je pense qu'il y a effectivement une solution politique provisoire qui ne voulait pas régler tout le problème, mais au moins permettre aux deux communautés juives et musulmanes de vivre ensemble sur le mont du Temple. Elle s'appelle en latin le statu quo. Et c'est ce problème du statu quo qui est aujourd'hui mis en cause et mis en question. Exactement. J'allais vous dire, vous voulez des solutions. Il y en a. Et d'abord, j'enlève l'idée qu'on a manqué des occasions. Toute la vie est faite d'occasions manquées ou réussies. C'est encore le psy qui parle. Mais bien sûr, et là, le praticien de l'existence. Une famille a un fils qui sort monstrueux, etc., violent. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Et en fait, voilà, ça exprime des nécessités profondes. Vous voulez une solution? J'ai écrit une série de lettres sur la guerre de Gaza cet été, puisque j'étais ici. Une des solutions, elle va dans le sens de ce que dit Fergan, c'est statu quo. C'est de la paix que viendra la paix. Le statu quo, il est inacceptable pour les Palestiniens. Attendez, c'est de la paix que viendra la paix. Ça veut dire que si, pendant un temps indéterminé, 2 ans, 3 ans, 10 ans, tout le monde vit ensemble, tranquille, sans acte agressif. Mais Daniel, il y aura toujours quelqu'un, un fou, pour prendre une arme et faire échouer la tentative. Eh bien, lorsqu'il y aura un traité de paix bien signé, il y aura toujours un fou qui lancera quelque chose et fera échouer. Vous comprenez, votre objection, elle est valable à la fois pour une solution politique, territoriale, religieuse, tout ce que vous voulez, quelle que soit la solution, il existe un élément qui va y objecter. Vous ne pensez pas qu'un traité de paix, même imparfait, peut justement diminuer les tensions et diminuer le nombre de candidats à tuer? Je vais vous dire, l'appel à la violence est inscrit. Si sur le 1,3 milliard de musulmans qu'il y a dans le monde, s'il y a 10% qui sont très proches du texte et très impatients de le mettre en acte, ça fait 130 millions de personnes assez énervées et désireuses de célébrer le texte. Donc, vous aurez toujours ce problème. 10%, c'est peu. 5%, ça vous fait 65 millions. C'est beaucoup. Donc, de toute façon, l'existence d'une présence hostile, d'attaques possibles, mais qui n'ont pas toujours lieu, etc., ça fait partie de la vie partout, et ici, plus qu'ailleurs. C'est-à-dire que le Moyen-Orient serait condamné à être en guerre? Pas condamné, serait le lieu où la lisibilité des conflits humains serait la plus forte. C'est comme, vous comprenez, je vais vous donner un exemple. En France, quand la police va dans un territoire qui est sous la charia, c'est-à-dire où la police n'entre pas, mais elle va entrer quand même pour arrêter quelqu'un ou pour enquêter. Elle se fait recevoir à coups de pierre. Elle s'en va. D'accord? J'ai lu dans un journal d'ici que la police israélienne était entrée à Silouane pour faire je ne sais quoi. Elle a été reçue à coups de pierre avant la seconde opération. Elle est partie. Et le policier a cette remarque amère. Eh bien voilà, on s'est fait recevoir à coups de pierre, on est parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une mentalité européenne occidentale, juive ou non juive, qui est que quand on est reçu à coups de pierre, on voit le monde s'effondrer.
On dit mais c'est pas possible. Or, c'est un acte naturel de l'autre côté. Je voudrais aussi donner la parole à Bethsabée Salem. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Comme tous les jours dans le Morning, vous voulez nous parler d'un texte qui a été voté cette semaine à l'Assemblée nationale française. Tout à fait, un projet de loi, le projet de loi antiterroriste. Les députés ont voté à la quasi-unanimité. Alors ce sera adopté définitivement le 4 novembre prochain, dans quelques jours. Alors il faut comprendre que ce projet de loi est né, bien sûr, après l'attentat de Bruxelles, donc au musée juif, qui a fait, on le rappelle, 4 morts, et l'arrestation de Bindi Nemouche, qui était donc un Français qui est allé combattre avec les djihadistes. Alors la France avait une législation déjà pas mal fournie en la matière, et il y a en plus un plan en avril qui a conforté un petit peu ces lois pour stopper notamment les départs et puis les rentrées de ces zones de combat. Alors comme le rappelle Le Monde par exemple, pour empêcher le départ des mineurs, eh bien, les autorités ont déjà mis en place une interdiction sur demande des parents. D'ailleurs, la mesure phare du projet de loi dont tout le monde parle, c'est la possibilité d'interdire la sortie du territoire à quelqu'un qui est soupçonné de se rendre dans une zone où les combats ont lieu avec les djihadistes, et ce pour 6 mois. C'est renouvelable jusqu'à 2 ans. Et alors le Parlement a décidé que pas seulement le passeport, mais aussi la carte d'identité pourrait être supprimée. Pourquoi ? Parce que notamment, si vous voulez vous rendre en Turquie, qui est la principale zone de transition vers les territoires concernés, eh bien la carte d'identité suffisait. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications. Bethsabée, on va peut-être vous contacter. Vous voulez rajouter un mot? Est-ce que vous voulez? Alors, si vous voulez, on peut parler des principales lois qui sont polémiques, les principales notions qui ont été abordées. Alors, il y a l'entreprise individuelle terroriste qui est en fait une déclinaison du délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Alors, pour ça, il faut 2 éléments. Il y a d'abord la détention des objets ou des substances dangereuses, et aussi une formation au maniement des armes, à la fabrication d'engins explosifs ou à la consultation de sites appelant au terrorisme. Alors là, les critiques fusent de toutes parts. Pourquoi ? Parce qu'on pénalise l'intention. Ça veut dire que... On le fait a priori. Voilà, c'est-à-dire qu'on part du principe que ces personnes ont l'intention de fomenter des attentats. Voilà une des impasses de cette logique fonctionnelle, occidentale, etc. On veut les arrêter, les empêcher, mais comment formuler ça en termes de loi? Ça, c'est compliqué en termes de loi d'arrêter quelqu'un pour a priori. Eh bien, justement, parce que la mentalité européenne en question ne veut surtout pas se coltiner avec le problème qu'il y a une tendance islamiste qui est fondamentaliste et fondamentalement pour le djihad, parce qu'elle ne veut pas voir aussi que même l'empire islamique, depuis des siècles et plus qu'un millénaire, s'est constitué par des djihads successifs. Qu'est-ce qu'elle a fait? Regardez l'attentat de Mera à Toulouse. On l'avait traqué comme un cas social à la dérive, mais on ne pouvait pas l'arrêter. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'il fasse son acte. Aux États-Unis aussi, cette même logique. On le traque, on le poursuit jusqu'au dernier moment. Et le dernier moment, ça échappe. Pourquoi? Parce que les policiers n'ont pas été formés à l'idée qu'il peut y avoir des gens dont la santé mentale s'exprime par le fait d'agresser et de tuer des personnes. Alors, plusieurs terminologies, plusieurs incriminations qui font polémique. Donc, cette entreprise individuelle terroriste, donc, qui est pas mal critiquée. Autre mesure polémique, les sites faisant l'apologie du terrorisme seront bloqués administrativement sous 44 heures si l'hébergeur refuse lui-même d'obtempérer, c'est-à-dire de supprimer le contenu incriminé. Alors, une dizaine de sites francophones sont concernés sur un ensemble de plus de 122 sites qui appellent au djihad. Alors là, il y a des critiques, bien sûr, des plus grands géants d'Internet, selon qui la nouvelle loi constituerait une atteinte sans précédent aux libertés, notamment la SIC, l'association regroupant la plupart de ces géants. Et puis alors, un autre amendement du gouvernement qui permet d'interdire l'entrée en France d'un ressortissant de l'Union européenne s'il représente, je cite, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Alors là, pas mal de juristes et de politiques ont jugé, bien sûr,
sûr que sa définition est trop large. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est risqué. Ça permet notamment d'interdire l'entrée du territoire à des Roms roumains qui feraient une mendicité trop agressive. Oui, non, moi je voudrais vous répondre, Daniel. C'est la démocratie a beaucoup de faiblesses. Mais ces faiblesses, c'est sa grandeur aussi. C'est ce qui permet effectivement de vivre en société. Et donc, c'est vrai que les démocraties attendent jusqu'au dernier moment, cherchent à préserver les libertés. Et il faut trouver le moment où la différence entre la préservation de ces libertés et éviter les risques. Alors le problème, c'est que les outils choisis, c'est des outils de pénalisation et de criminalisation. On devrait plutôt aller vers les imams qui incitent à la violence et les éduquer et leur faire comprendre. Je suis ô combien d'accord avec vous. Je pointais seulement que le refus de penser le problème en termes d'origine, d'identité, de tendance inscrite, etc. Le refus de penser ça, l'impuissance à penser ça, amène à des formulations qui auto-désagrégées, c'est-à-dire qui s'attaquent elles-mêmes dès qu'on les formule. Aucune de ces lois n'est absolument soutenable. Et pour compléter vos propos, je précise aussi qu'il y a eu un débat en France, parce que, comme on l'a dit, la mesure prévoit d'empêcher les personnes de rejoindre le djihad, mais qu'au Canada, on l'avait justement empêché. Et l'homme qui a ouvert le feu au Parlement canadien a fait l'attentat au Canada. Mais selon les experts en terrorisme, il y a plus de chances qu'une personne commette un attentat lorsqu'il a été en Syrie que lorsqu'il reste sur le territoire. Mais évidemment, ce n'est pas parfait, comme on l'a vu au Canada. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous. On se rejoint après un flash d'information de 10 minutes. On sera avec Marie-Chèque et encore avec vous, Bethsabée, pour une nouvelle chronique avec Marie-Chèque pour parler culture. Restez avec nous. Bonjour, bon matin, merci de nous rejoindre si vous arrivez sur i24 News pour cette dernière partie du Morning. Un plateau, cette fois-ci un peu plus féminin que pendant le reste de l'émission. J'ai le plaisir d'être avec Bethsabée, bonjour. Qui n'a pas changé. Qui n'a pas changé, qui est resté. Et Marie-Chèque, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les vendredis sur i24 News. Bethsabée, on commence avec vous avec votre rubrique 5 infos, 5 clics. 5 clics, 5 infos dans l'ordre que vous voulez. On commence avec le Burkina Faso. Oui, exactement. Avec ces violences et ces violentes émeutes dans tout le pays hier, il n'y a pas une rue, un quartier où on ne trouvait pas de voitures calcinées, de commerces pillés, nous raconte RFI. Ce matin, la journée avait pourtant commencé tranquillement, mais vite les forces de l'ordre ont été dépassées par ces manifestations, nous dit le Faso.net, journal local, à les revendications d'une jeunesse qui, bien sûr, refuse de laisser passer cette fameuse modification de la Constitution et qui permettrait au président de se représenter aux élections, au point qu'ils ont même pénétré dans l'Assemblée nationale, la mettant littéralement à sac et portant en triomphe les députés de l'opposition sur les épaules. L'hôtel Indépendance, à quelques pas de là, a été mis à sac lui aussi. Et finalement, les manifestants se sont même dirigés vers le palais présidentiel pour demander le départ du président Compaoré, je vais y arriver. Alors le président, justement, il a annoncé la dissolution du gouvernement de l'Assemblée nationale, mais il ne démissionnera pas. Il est pourtant acculé, nous explique Courrier International. L'armée, quant à elle, serait soudée avec le peuple pour les uns. Pour les autres, elle serait en train de préparer un coup d'État, un coup militaire. Bilan humain, alors difficile à évaluer. Apparemment, il y aurait eu des morts, pas seulement à Ouagadougou, mais dans d'autres villes. En tout cas, plusieurs dizaines de morts probablement. Et François Hollande avait mis en garde apparemment son homologue burkinabé dans une lettre datée du 7 octobre dernier dont Jeune Afrique a obtenu une copie en exclusivité. La voilà, cette lettre. Le chef de l'État français y explique à Compaoré que le Burkina pourrait être un exemple si seulement il évitait les risques d'un changement non consensuel de constitution. François Hollande qui met les formes dans cette lettre. D'ailleurs, il n'oublie pas à la fin de remercier le président Compaoré pour son engagement au Mali. Et là, on comprend pourquoi les formes y ont été mises. On reste en Afrique avec le Nigeria. Oui, alors reportage qui a été fait en début de semaine à Uba. C'est une minuscule ville du nord du Nigeria, mais elle est intéressante cette ville. Pourquoi ? Parce qu'elle était à quelques centaines de mètres de la frontière du califat de Boko Haram. C'est un reportage signé Le Monde. Et alors, le journaliste raconte qu'à Uba, c'est là qu'on fuit des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants. Il raconte qu'un groupe de 4 hommes arrive soudainement après avoir marché pendant une semaine. Des hommes qui
il venait de Gwoza, c'est la capitale autoproclamée du califat. Il nous raconte, ces hommes, l'horreur des hommes égorgés. Il raconte qu'en ville, il n'y a plus soit que les hommes qui soutiennent Boko Haram, soit les vieux, que les autres sont morts ou réfugiés dans les montagnes. À Ouba, les gens voudraient croire que ils sont tirés d'affaire, qu'ils sont loin du califat, mais la zone occupée par Boko Haram ne fait que s'étendre. Et d'ailleurs, quelques heures après, le drapeau noir de Boko Haram se présente. L'État islamique a avancé, a pris Ouba, et ces hommes vont jusqu'à la grande ville voisine, même les hommes de Boko Haram. Voilà, donc l'État islamique qui avance là aussi. On en vient à l'information mi-économique, mi-people, mi-high-tech hier aux États-Unis avec le patron d'Apple. Voilà, Tim Cook a fait son coming out et bien sûr la presse s'en est délectée, titrant « Je suis fier d'être homosexuel » dans ses pages business. Voilà, le Time américain souligne pourtant que le PDG d'Apple n'avait jamais parlé de sa sexualité. Pourtant, le Time a bien compris donc le sujet. Tim Cook estime qu'il pourrait comme ça aider des personnes se sentant seules ou pensant qu'elles n'ont pas les mêmes chances en révélant sa sexualité. Alors pas beaucoup de choses à ajouter. D'ailleurs, le Time fait vite une digression en parlant des meilleures qualités de l'iPhone 6. Toutes sortes de digressions dans la presse. Voilà, là, pour le coup, c'est plus business. Ouais. On reste dans le monde des nouvelles technologies. Enfin, on y va vraiment cette fois pour être précis. Vous nous parlez de Facebook, plutôt une faille du réseau social. Voilà, alors le Guardian s'est posé une question que vous avez dû vous poser, Julien, un jour ou l'autre, en tout cas même très rapidement. Qu'arrivera-t-il à mon compte Facebook si je meurs? Alors un homme qui a perdu sa femme et a contacté Facebook à plusieurs reprises pour tenter de créer une page commémorative, en vain, a finalement écrit au Guardian pour qu'on l'aide, et le Guardian a pris l'affaire en main. Réponse, alors vous avez deux choix, soit annuler la page en question, soit faire effectivement une page commémorative. Le problème, c'est que Facebook n'arrive pas à faire face, d'autant que 60 000 utilisateurs meurent chaque semaine, donc ça fait pas mal de boulot. Alors si vous pensez néanmoins à tenter cette fameuse page, sachez que le Guardian vous dresse une liste presque sans fin d'arguments vous déconseillant de le faire. Donc le mieux, c'est de supprimer le profil. C'est pour la bonne nouvelle du jour. Oui, on va aller sur une page culinaire. C'est le week-end. Si certains ont envie de cuisiner pour le repas de vendredi soir ou pendant le week-end, qu'est-ce que vous nous conseillez? Voilà, alors si vous avez des envies de femmes enceintes dès l'heure du petit déjeuner, on va parler kebab, Julien, spécialité culinaire turque, sauf que la Repubblica italienne nous apprend que le kebab est désormais italien. Il a été revisité par 2 Milanais qui ont monté la première kebaberie, ça s'appelle Mariu. Et alors là, vous avez toutes sortes de variantes, on va dire, modernes, pour être sympathique. Alors soit à la nature du pain, soit carrément, vous avez un kebab au lard, au guacamole, aux sauces pistache et crème d'artichaut. Bon appétit. Et alors chez Foodation, c'est la start-up donc, qui a créé ce restaurant. On a de l'imagination et de l'ambition puisqu'on voudrait exporter ces inventions hors de nos frontières. Voilà, pour ceux qui habitent en Italie, c'est Viale Sabotine Nove à Milan. Bravo pour l'accent, Ben Sabé. Merci beaucoup de ces 5 infos, de ces 5 clics. On va aller avec vous parler un peu de culture et parler un peu d'art. Marie, on va regarder avant cela une vidéo. On va parler, donc je vous disais, de culture. Le musée de l'histoire des Juifs de Pologne est inauguré cette semaine en grande pompe avec beaucoup de personnalités sur place, notamment Roman Polanski, Alain Finkielkraut et d'autres qui se sont déplacés à Varsovie pour 2 jours pour l'occasion. Et chez nous, c'est David Gobin et Pazit Dank qui se sont déplacés pour le Culture Mag et Dai24 News. Regardez ce reportage. Nous sommes dans le quartier de Muranów, en plein cœur du centre de Varsovie, la capitale polonaise. Ce quartier, tristement célèbre, se situe là où le ghetto juif se tenait pendant la Seconde Guerre mondiale. Totalement rasé, il ne reste que ce monument aux morts sculpté par Nathan Rapaport en 1948. Mais de ses cendres a surgi de terre ce bâtiment ultramoderne. Il se détache des barres soviétiques du quartier. C'est le musée de l'histoire des Juifs de Pologne. Flambant neuf, tout un symbole. 4000 m² d'exposition, 8 galeries. La scénographie se veut narrative. Le but, raconter le quotidien des Juifs de Pologne depuis l'époque médiévale jusqu'à nos jours. Et par là, montrer que la vie juive polonaise a une histoire plus que millénaire. Entre autres trésors, cette réplique de la synagogue de Gwodziec, qu'on appelle la chapelle Sixtine du monde juif. Ces synagogues sont parmi les plus belles expressions de ce que j'appellerais la symbiose juive polonaise. Nous avons trouvé le savoir-faire de construction grâce à l'aide de 300 volontaires et experts. La construction de ce musée a fait l'objet d'un concours international et c'est un architecte finlandais qui a gagné, Rainer Malamäki. Il a voulu un lien ouvert avec tous, avec des symboles forts. Le mot Poligne, Pologne en hébreu, est écrit sur toute la façade.
Et cette verrière, elle est la plus grande du pays. Coût total des travaux, près de 40 millions d'euros et 4 ans de travaux. Comment les Polonais perçoivent-ils ce nouveau musée juif? Pour le savoir, nous sommes allés les interroger. Notre première impression, c'est que le parc attenant a vite été adopté par les voisins qui viennent y flâner, profitant de l'été polonais. Ce lieu est très original, l'architecture est adaptée à l'endroit et j'adore l'intérieur. Ça ressemble à une mer ouverte, ça fait vraiment partie du quartier. Les changements sont énormes. Il y a quelques années, cet endroit était complètement sauvage. Les gens y venaient se promener, mais ce n'était pas aussi organisé que maintenant. Grâce au musée, ils ont rénové l'espace, ils ont planté des arbres, et maintenant, on s'y sent bien plus en sécurité. Pour s'intégrer, le musée n'a pas fait que planter des arbres. Il était aussi important de créer un lien avec ses voisins, en leur demandant de s'impliquer dans le travail de recherche historique. C'est un endroit extrêmement vivant. Maintenant, ils organisent un festival de films pour éduquer, des films juifs. Il y avait aussi une exposition dédiée au quartier de Muranov, où les habitants ont apporté leurs propres photos de famille d'il y a 35 ans et qu'ils collectionnent ici. Si l'ouverture en grande pompe de l'exposition permanente est prévue pour le 28 octobre prochain, le musée est lui déjà bien adopté par les riverains. À Muranov, c'est donc grâce à un bâtiment futuristique que le musée d'histoire des Juifs a réussi à réconcilier les Varsoviens avec leur passé. Alors on va rester dans le milieu des musées, dans le domaine des musées avec vous. Marie, bonjour. Bonjour. Donc vous revenez d'Europe, vous avez effectué un voyage évidemment très artistique. Vous avez choisi 2 expositions, l'une au musée d'art moderne à Paris, l'autre à Londres. Pourquoi d'abord, avant d'entrer dans le sujet, pourquoi d'abord ces 2 expositions? C'est parce qu'elles m'ont tellement imprégnée qu'elles restent avec moi. Tous les jours, j'y pense. C'est rare, je vois beaucoup d'expos par jour. Elles m'ont impressionnée parce que chacune d'elles avait une valeur en plus, je dirais. Une sorte d'un au-delà. La rencontre entre le théâtre, l'art, le spectacle, l'intelligence, la vie. Et je pense qu'on vit en ce moment dans un monde où on a besoin de toucher des choses plus humaines. Et ça m'accompagne. Donc c'est mon... Alors on entre dans le vif du sujet avec évidemment la première exposition à Paris. Donc c'est David Altmage au musée d'art moderne. De quoi s'agit-il exactement? David Altmage, je l'ai rencontré la première fois en 2007 à la Biennale, dans une expo qui s'appelait l'Index. Il représentait le Canada. Et en rentrant, je m'étais dit, je me suis trompée, c'est pas possible que ce soit de l'art. Et comme vous voyez, c'est vraiment... il veut nous faire entrer dans le monde du grotesque, de l'humain, de la métaphore. Et d'après lui, son art représente un peu sa vie. On ne peut jamais tout savoir sur tout. C'est-à-dire que même ces géants-là qui nous mettent dans ces espaces et qui ont le look humain, ont des trous dans les visages comme celui-ci, c'est-à-dire qu'il crée une forme et après il enlève de dedans. C'est pas qu'il enlève et il met, il trace un portrait. Pourquoi il fait ça? Je pense qu'il essaye de rentrer dans l'âme des œuvres qu'il fait. Et il joue un peu entre le monde cinématographique, David Lynch, et aussi le monde artistique, Archimboldo, Goya. Il essaie de mélanger, il rend l'art... Alors justement, oui. Il y a un mot qui me vient à l'esprit parce que vous allez finir votre phrase. Oui. Il rend l'art spectacle, finalement. Oui. On rentre dans le musée d'art moderne et on est juste subjugué par l'espace qui a changé complètement, par la lumière, par les formes, par la façon dont il a pris ces sculptures et il les a mis... elles sont énormes. Il les appelle d'ailleurs la série des géants, en tout cas la première partie. Et on voyage avec lui à travers des êtres humains, mais qui ont chacun un autre attribut, que ce soit un sac, que ce soit de la colle, de la cire. Donc c'est complètement surréaliste, c'est complètement dadaïste, c'est complètement attirant et répugnant en même temps. Alors ce côté attirant et répugnant, est-ce que c'est pas ça finalement l'art contemporain? Un peu. Tout à fait d'accord. J'aimerais le citer quand même. Je vous en prie. Et dans mon travail, lorsqu'on est confronté à une architecture, à un espace, à une structure, ce sont toujours des lieux remplis d'énergie, de surprises, de secrets, de dangers. C'est ça. Et je pense que c'est un summarize de l'art contemporain. Résumé. Alors, on va passer à l'autre exposition parce que je voudrais vraiment qu'on ait le temps de parler des 2. Marie, celle-ci est à Londres. C'est pas n'importe quoi, c'est
ils ont fait un travail énorme sur un artiste. Vous voulez peut-être nous expliquer, sur un collectionneur plutôt pour être précis. Expliquez-nous de quoi il s'agit, parce qu'on va voir des images, elles sont assez impressionnantes. Voilà, alors il s'agit de la galerie Eline Ahmad, qui est un très très grand galeriste à Londres et à New York aussi. C'est les plus grands, je pense, collectionneurs des œuvres de Picasso, plus ou moins. C'est quoi cette pièce? Alors, ils ont voulu, un Master Freeze Art qui dure que 4 jours, ils ont voulu retracer le studio d'un collectionneur imaginaire qui vit à Paris en 1968. Chaque objet que vous voyez dans cet espace a été acheté, recruté, cherché, comme dans un laboratoire. Et si vous voyez... on rentre dans sa maison. On rentre dans une maison imaginaire, on pense que le monsieur est là, on va frapper à sa porte. Et on voit la télévision, on voit le Tour de France, on entend la révolution qu'il y a dans la rue, on voit des films de Truffaut, on entend la musique de jazz. Et on a juste envie d'en savoir plus, de comprendre. Mais qu'est-ce qui est la base de ce travail? C'est les œuvres d'art, les vraies, les Picasso. On voit des vraies œuvres d'art dans cette pièce, oui. vraies, qui n'est pas des reconstitutions. C'est pour ça que si les gens venaient là, c'était pas seulement pour côté voyeurisme, mais c'était pour acheter des Picasso, des Debuffet, des Giacometti, des Fontana. Alors, j'ai deux réflexions qui me viennent à l'esprit quand je vois ça, parce que vous dites, on entend le Tour de France, c'est 1968, il y a deux choses. D'une part, j'ai l'impression que c'est une image un peu nostalgique, on entre dans un cliché de l'année 1968 pour ressentir l'époque. Oui. Donc c'est un peu un côté nostalgique. Oui. Et en même temps, il y a un côté voyeuriste d'entrer chez quelqu'un comme ça. Les deux sont tout à fait révélateurs de ce qu'on a voulu créer, de ce qu'ils ont voulu créer et qui a marché à merveille d'ailleurs. Je pense qu'on est dans un moment de crise, nous tous, dans le monde est en crise, et qu'on se souvient des années 68 qui étaient très difficiles à l'époque, comme un moment où intellectuel, c'était le début de la révolution, du féminisme, on était jeunes, on était innocents. L'héritage très critiqué aujourd'hui. Aujourd'hui, mais à l'époque, non. Donc ils ont essayé de tracer un collectionneur qui vit très simplement. Regardez, il a 2 chambres et demie, il y a des casseroles qui n'ont pas été nettoyées, et qui est juste fou d'une chose, passionné de l'art, passionné de l'écriture, passionné de l'art. Et on a envie de vivre comme ça. Du coup, on n'a plus envie de vivre dans des grandes maisons vides. On a envie d'être entouré de livres, entouré de musique, entouré d'art, et ça réchauffe le cœur. Marie, rapidement, avant de se quitter, est-ce que ces 2 expositions ont attiré du monde rapidement? ont attiré tellement de monde. La Master Freeze Art, les gens allaient et revenaient tous les jours. On essayait on se rencontrait tous là-bas et on disait, t'as vu ce morceau, t'as vu ce morceau. C'était juste une fête. C'était comme du théâtre ambulant. Super, merci beaucoup. Merci, Valérie. au revoir. Marie, pour ces explications. Ça aurait été ma 2e faute de prénom dans cette émission. Pas de problème. Merci à vous. C'est la fin de ce morning, de ces 2 heures d'information. Merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer. Passez un excellent week-end sur notre antenne. À bientôt.